Autant l'admettre, la plupart des tombes anciennes ont été profanées au moins une fois. Quelles qu'aient été les rumeurs entourant leur malédiction, la plupart des momies ont également été démaillotées. À une exception, la momie Bashiri demeure intacte et suscite un tel trouble que nul n'ose en percer les secrets. Voici Howard Carter, un nom qui vous est sans doute familier si vous vous intéressez à l'Égypte ancienne. On le connaît surtout pour avoir mis au jour, en 1922, la tombe du pharaon Toutankhamon. Mais rares sont ceux qui savent qu'avant cette découverte majeure, il aurait peut-être trouvé une autre momie. Cette découverte remonte à 1919 et porte divers noms, la momie de Bashiri, celle de Pachéry ou encore l'Intouchable. Selon certains témoignages, Carter aurait croisé son chemin dans la vallée des rois, précisément là où il exhumera plus tard le tombeau de Toutankhamon. Pourtant, cette momie demeure enveloppée de mystère. Ce n'est pas la superstition qui l'a protégée, mais la crainte de provoquer un tort irréparable. Personne ne peut garantir qu'un geste malencontreux pourrait être corrigé. Si finement emmaillotée, elle n'a jamais été déroulée. Les chercheurs redoutent de causer un dommage irréversible à son enveloppe funéraire. Il existe une règle d'or chez les spécialistes des antiquités. Si vous n'êtes pas absolument certain de pouvoir restaurer ou préserver un objet tel quel, abstenez-vous d'y toucher. L'histoire regorge d'exemples de trésors anciens irrémédiablement défigurés, comme le tristement célèbre Ecce Homo, ou la statue au sourire maladroitement restaurée. Le tissu fragile recouvrant son visage arbore un motif singulier, évoquant la forme stylisée d'une pyramide. Bien que les experts restent prudents, il pourrait s'agir d'un cas unique dans l'art de l'embaumement. Toutefois, sans en maîtriser la technique d'origine, le dérouler puis le restaurer sans l'abîmer semble quasiment impossible. Autrefois, qu'ils soient érudits ou pillards, les hommes n'hésitaient pas à défaire les bandelettes funéraires, souvent dans un but d'étude. Aujourd'hui, la technologie nous permet d'examiner le contenu des sarcophages avec précision, sans avoir à altérer ni ouvrir la moindre enveloppe. Après un examen approfondi de la momie de Bashiri, les chercheurs ont pu déterminer qu'elle appartenait à un homme mesurant environ 1,67 m et ayant vécu durant l'ère ptolémaïque, soit entre 305 et 30 avant notre ère. Cela signifie que cette dépouille remonte à quelques 2300 ans. Le musée égyptien a révélé que les radiographies avaient permis de déceler une inscription portant le nom du défunt, bien qu'il demeure difficile d'affirmer s'il s'agissait de Pachéry ou de Nenu, ce qui ne fait qu'ajouter au mystère. Le musée a également tenu à souligner que le luxueux coffret renfermant la momie était orné de scènes richement illustrées. On y distingue le corps du défunt allongé sur un lit funéraire, encadré par les déesses Isis et Nephthys, ainsi que par les 4 fils du dieu Horus. À ses pieds figurent en outre 2 représentations d'Anubis. Il convient de noter que la momie de Bashiri n'est pas la seule à avoir conservé son intégrité. C'est également le cas d'Isetem-Kebde. L'archéologue français Gaston Maspero, soucieux de préserver son repos, avait en effet choisi de ne pas ouvrir sa momie, tant son état de conservation était remarquable. Il avait toutefois précisé que la tombe avait été jadis mise à sac. Les radiographies ont permis d'approfondir notre connaissance de cette momie. Les images ont révélé la présence de plusieurs objets enfouis avec elle, notamment des amulettes autour de son cou, de son bras droit et de son front. Il s'agissait de l'épouse d'un grand prêtre. Ces radios ont également mis en évidence des problèmes dentaires et une arthrite touchant ses genoux. Si l'on sait qu'elle est morte à un âge avancé, il reste difficile d'en déterminer la précision. Mais divers documents datant du règne de son fils attestent de la haute estime dans laquelle elle était tenue au sein du royaume. Isetem-Kebde n'était autre que la sœur épouse de Pinedjem II. Vous avez bien saisi? Ils étaient à la fois conjoints et liés par le sang. Une telle union, aussi choquante puisse-t-elle paraître aujourd'hui, visait à préserver la pureté du sang royal. Un raisonnement comparable à celui des Habsbourg, dont la quête obsessionnelle de pureté aboutit à la consanguinité et à la tristement célèbre mâchoire des Habsbourg. Il ne nous appartient pas de juger les normes ou les pratiques de l'Égypte antique, mais ce que l'on peut affirmer sans réserve, c'est que tant Bashiri qu'Isetem-Kebde ont eu la chance exceptionnelle de demeurer intacts. Toutankhamon, pour sa part, n'échappa pas à l'acharnement méthodique des chercheurs, au prix de nombreuses dégradations. Bien que la sépulture de Toutankhamon ait été mise au jour dès 1922, il fallut attendre l'année 1925 pour que les cercueils emboîtés soient ouverts lors d'une campagne de fouilles. Le premier, maintenu fermé à l'aide d'épingles en argent, dissimulait un second cercueil, anthropomorphe, décoré de verres colorés et de guirlandes florales. Des inquiétudes entouraient dans la momie royale, car elle avait été exposée à l'humidité. Le cercueil intermédiaire, dépourvu de poignée et particulièrement lourd,
exigeait une extrême prudence lors de sa manipulation. Le 28 octobre 1925, en ouvrant le cercueil intérieur, en or massif et enveloppé d'un tissu rouge, les chercheurs découvrirent enfin la momie du souverain. La momie de Toutankhamon, longue d'environ 185 cm, épousait presque parfaitement les dimensions du cercueil intérieur, qui en mesurait 188. Vous l'aurez deviné, cette marge minime posait un réel problème. Extraire un corps aussi ancien, fragile et desséché d'un espace aussi restreint relevait d'un véritable défi, tant les risques d'endommagement étaient grands et la maniabilité quasi nulle. L'aspect de la momie soulevait des soupçons, elle était d'un noir de jais. Howard Carter, responsable des fouilles, estima qu'environ 2 seaux d'huile avaient été versés sur le corps. Toutefois, on avait soigneusement évité d'en asperger le masque et les pieds, probablement dans l'intention d'assurer une meilleure conservation. Le corps reposait dans le cercueil avec une légère inclinaison, et la différence de concentration d'huile entre les deux côtés laissait penser que le cercueil avait peut-être basculé lors de sa mise en place dans le sarcophage. Ce liquide, en réagissant avec le temps, généra de l'humidité puis des réactions chimiques internes. Carter qualifia ce phénomène de combustion spontanée lente, qui entraîna la carbonisation progressive des bandelettes de lin. Hélas, la chaleur et l'humidité combinées n'épargnèrent pas les ornements funéraires. Le sceptre et le fléau se désintégrèrent, le scarabée en résine se fissura, et les fils retenant les mains ainsi que les bandelettes commencèrent à se désagréger, rendant l'ensemble du dispositif extrêmement fragile et instable. Avec le temps, les huiles s'étaient solidifiées, agissant comme une colle entre la momie, son masque et le fond du sarcophage. Pour tenter de les séparer, les archéologues exposèrent les cercueils au soleil durant plusieurs heures, atteignant une température de 65 degrés. Malgré cette tentative, la momie resta figée, et l'examen dut être réalisé sur place, sans pouvoir la déplacer. L'examen de la momie commença par les jambes et les pieds, les chercheurs ayant choisi de procéder de bas en haut. En déroulant avec précaution les premières bandelettes, ils mirent au jour le premier d'une série de trésors enveloppés aux côtés du souverain. Chaque découverte fut méthodiquement photographiée et dûment répertoriée, dans le respect des exigences de la documentation archéologique. Les couches internes des bandelettes étaient en mauvais état, largement réduites en poussière, ce qui compliquait la compréhension de leur agencement initial. Néanmoins, les méthodes employées restaient conformes à celles observées dans d'autres momies nobles de l'époque, avec de nombreux coussinets en lin pliés servant à modeler le torse et les cuisses. Les bandelettes extérieures et intérieures étaient confectionnées en lin fin, tandis que les couches médianes étaient plus grossières. Un bandage complexe entourait les épaules, la poitrine et la région de l'aine. Chaque membre, ainsi que les doigts et les orteils, recouverts de capuchons d'or, étaient enveloppés séparément. De plus, Toutankhamon portait des sandales en feuilles d'or aux pieds. Les chercheurs espéraient pouvoir séparer la momie du cercueil en retirant simplement les bandelettes extérieures, mais la résine avait solidement collé le corps au bois. Ils durent donc procéder à un dégagement mécanique, sectionnant le torse au niveau des hanches et désarticulant les bras pour continuer le démaillotage. Pour stabiliser les différentes parties, chaque segment fut traité à la cire de paraffine chaude, puis les mains et les pieds furent réassemblés à l'aide de résine. La tête, collée au masque funéraire, fut détachée avec des couteaux chauffés. Afin d'examiner la dentition, une incision fut pratiquée autour de la mâchoire et du cou, réparée ensuite à la résine. Techniquement, les scientifiques firent tout ce qui était en leur pouvoir pour préserver la momie. Pourtant, malgré leurs efforts, elle subit des dommages irréversibles. Et vous, qu'en pensez-vous? Auraient-ils dû la laisser dans son sarcophage ou ont-ils agi à bon escient? Partagez votre avis dans les commentaires. Supposons qu'une autre espèce, humanoïde ou delphinoïde, ait pu exister il y a des millions d'années. Comment retrouver sa trace? Dans un épisode de Doctor Who, il était question d'une civilisation industrielle non humaine ayant existé sur Terre bien avant nous. Ces reptiles, appelés siluriens, furent contraints de s'enfoncer dans les profondeurs de la Terre à la suite d'une hausse catastrophique des températures. Ils y survécurent pendant des siècles. C'est ce qui a incité les scientifiques à créer l'hypothèse silurienne. S'il existait une civilisation avancée avant la nôtre, nous devrions en trouver les traces quelque part. Eh bien, essayons. Le climatologue Gavin Schmidt et l'astrophysicien Adam Frank ont décidé de se pencher sur la question. Toute civilisation technologiquement avancée est avide d'énergie. Ces scientifiques recherchent donc des effets globaux qui laisseraient une trace importante. Par exemple, des indices de processus industriels à grande échelle, comme les usines et les fabriques, et leurs résidus.
Vient ensuite la question de la durée de vie de ces civilisations. Si elles ont existé sur une longue période, nous devrions rechercher des signes durables, tels que des résidus de combustion de matières fossiles, des extinctions massives, des substances chimiques synthétiques non présentes dans la nature et même des traces de fission nucléaire. En fait, nous devrions rechercher toutes les choses que l'homme laisse aujourd'hui derrière lui comme preuve de ses activités. Malheureusement, ces preuves ne sont pas si faciles à trouver. Imaginons un scénario inquiétant. L'humanité disparaît soudainement. Même si nous avons l'impression que nous avons apporté beaucoup de changements à notre planète, une civilisation future, dans des millions d'années, aurait du mal à trouver des vestiges de notre existence. Pourquoi ? Notre planète existe depuis 4 ou 5 milliards d'années. La vie complexe sur Terre existe depuis plus de 400 millions d'années. En comparaison, notre période industrielle n'a duré qu'environ 300 ans et nous n'avons toujours pas laissé de traces significatives. Nos archives sur l'histoire de la Terre sont pleines de lacunes, surtout si l'on remonte très loin en arrière. Le registre des fossiles ne contient que quelques éléments. Il est très sélectif et incomplet. En moyenne, un fossile apparaît tous les 10 000 ans, et les empreintes de dinosaures sont encore plus rares. Les montagnes s'élèvent, les océans changent, et la tectonique des plaques peut facilement effacer les traces de civilisations entières. Après quelques millions d'années, il y a de fortes chances que tout signe physique d'une civilisation ait disparu. Pour trouver au moins quelque chose, nous devons rechercher des éléments tels que des configurations sédimentaires anormales ou des taux isotopiques inhabituels. En outre, les fossiles se forment principalement dans l'eau, ce qui nous empêche de savoir quelle fut la destinée des créatures terrestres. Ainsi, même s'il existait il y a des millions d'années une société technologiquement avancée, et même si elle était beaucoup plus avancée que la nôtre, nous aurions beaucoup de mal à trouver des indices de son activité. Frank et Schmitt tentent de comprendre comment nous pourrions espérer en repérer les traces. La découverte de véritables villes serait la preuve ultime de l'existence d'une civilisation de type silurien sur Terre. Mais Adam Frank n'est pas très optimiste. Même aujourd'hui, nos villes représentent moins de 3% de la surface du globe. Il est donc facile de passer à côté des ruines d'anciennes cités. La survie d'une ville sur des dizaines de millions d'années dépend du niveau d'affaissement de la terre qui l'entoure. Elle peut soit se retrouver enfermée dans la roche, soit se voir érodée par la pluie et le vent. Ainsi, des lieux tels que le quartier français de la Nouvelle-Orléans ont plus de chances de figurer dans les archives géologiques que par exemple le quartier de Haight-Ashbury à San Francisco. En ce qui concerne la découverte d'objets anciens, les chances sont également assez minces. Aucun iPhone préhistorique ne survivrait sur des millions d'années, quel que soit son matériau. Trouver des restes fossilisés est peut-être un peu plus probable, mais cela reste problématique. Étant donné que l'homme moderne n'existe que depuis une centaine de milliers d'années, il est tout à fait possible que nous ne voyions tout simplement pas les traces d'une espèce plus ancienne et plus avancée. Mais tout n'est pas sans espoir. Nous pourrions tomber sur ces traces dans les roches. Notre époque chaotique actuelle pourrait laisser une marque dans l'histoire géologique de la Terre. D'autant plus que nous sommes en train de vivre un PETM 2.0. J'y reviendrai dans un instant. Les chercheurs s'efforcent donc d'étudier les changements dans le cycle du carbone. Depuis le XVIIIe siècle, l'activité humaine génère une grande quantité de carbone fossile. Il en résulte une marque particulière dans le rapport isotopique du carbone. Une sorte de signature qui montre la différence entre le carbone présent dans les êtres vivants, tels que les coquillages, et le carbone présent dans les roches volcaniques sans vie. Les scientifiques cherchent également à identifier des indices dans la disposition des sédiments. La présence de grands deltas côtiers peut signifier que des rivières artificielles furent autrefois creusées par les habitants d'une civilisation hypothétique. Des traces d'azote peuvent suggérer une agriculture à grande échelle, où l'on utilisait beaucoup d'engrais. Des pics de concentration de métaux dans les sédiments pourraient révéler la présence de rejets provenant d'industries lourdes. Bien entendu, une seule découverte de ce type ne nous apprendrait rien. Selon M. Schmitt, il convient de rechercher plusieurs signes à la fois. En l'absence d'artefacts incontestables, le caractère unique d'un événement ne peut être démontré que par une variété d'indices, et non pas par une série de changements liés à une cause unique. Dans leur quête d'indices de type silurien, les scientifiques ont même décidé d'examiner la Lune. Certains astronomes s'étonnent que personne ne se soit penché sur la question auparavant. Ils ont même plaisanté sur la possibilité que des dinosaures ayant pu construire des fusées et laisser des traces sur la Lune ou d'autres corps célestes. Ces astronomes pensent que les planètes semblables à la Terre ont tendance à effacer les traces de civilisation à leur surface. Ils explorent donc l'idée saugrenue que ces êtres hypothétiques y ont pu voyager dans l'espace.
Dans ce cas, des vestiges de leur technologie, appelées technosignatures, pourraient en se trouver non seulement sur notre Lune, mais aussi sur des astéroïdes, ou même enfouis sur Mars. Là, ils pourraient perdurer pendant des millions, voire des milliards d'années. Malheureusement, jusqu'à présent, bien qu'ils aient sondé les 380 millions d'années écoulées et examiné tous les événements anormaux, les chercheurs n'ont pas trouvé de traces évidentes d'une civilisation technologique. Mais ils n'abandonnent pas pour autant. Frank appelle à poursuivre les recherches. Par exemple, nous pourrions étudier comment les produits chimiques industriels modernes se conservent dans les sédiments océaniques. Cela pourrait nous aider à identifier des traces chimiques similaires dans l'histoire de la Terre. S'il n'y a pas de traces, pourquoi se donner tant de mal? Ces recherches sont basées sur les récents articles de Schmitt et Frank. Ils se sont penchés sur l'Anthropocène. Il s'agit de la période dominée par les activités humaines sur Terre. Elle est remplie de ce que l'on appelle des hyperthermies. Il s'agit d'événements préhistoriques au cours desquels les températures sur Terre ont fortement augmenté sur une période relativement courte. Des sortes de vagues de chaleur extrêmes du passé. Le maximum thermique du passage Paléocène-Éocène, ou PETM, en est un bon exemple. Ce phénomène, qui s'est produit il y a environ 55 millions d'années, s'est traduit par une hausse rapide des températures mondiales. En l'espace de 200 000 ans, la température moyenne sur Terre est passée d'environ -12,8 à -10 degrés Celsius. Nous étudions ces hyperthermies pour comprendre comment elles se sont produites, qu'elles soient dues à des causes naturelles ou à des activités humaines. Et elles sont donc à l'origine des recherches de Frank et Schmitt. Pour les étudier, les scientifiques ont commencé à examiner les signaux chimiques et leurs différentes traces présentes dans les roches. Ce faisant, Schmitt et Frank ont découvert d'étranges parallèles entre tous les problèmes climatiques actuels et les périodes passées de changements rapides de température. Il existe une grande similitude entre le PETM et d'autres événements hyperthermiques. Tous ces travaux ne visent donc pas seulement à résoudre un mystère historique. Comprendre notre impact sur l'environnement peut nous aider à trouver de meilleurs moyens de vivre en harmonie avec la planète et d'éviter de disparaître en tant qu'espèce. Notre Voie lactée regorge de planètes qui pourraient être propices à la vie. Mais nous ne savons pas s'il existe d'autres civilisations. La Terre est le seul endroit que nous connaissons où vivent des êtres vivants. Il y a environ 200 ans, on se demandait s'il n'y avait pas une civilisation sur Mars. À l'époque, c'était une vraie question. Mais une fois que nos sondes spatiales nous ont envoyé des photos, nous avons constaté qu'il n'y avait aucune preuve de l'existence d'une civilisation extraterrestre, et nous sommes un peu passés à autre chose. Aujourd'hui, cette question n'est même plus considérée comme un sujet scientifique sérieux. Elle est même un peu ridicule. Mais personne n'a encore fixé de limite claire à ce qui aurait pu se produire sur notre propre planète il y a très longtemps. Même nous n'avons aucune preuve. Nous ne devrions pas écarter cette possibilité. N'oublions pas que l'humanité a mis du temps à identifier les dinosaures. Les Siluriens attendent peut-être patiemment leur heure. Les archéologues égyptiens ont récemment fait une découverte extraordinaire près du Caire. Roulement de tambour, s'il vous plaît. La momie la plus ancienne et la plus complète jamais mise au jour dans le pays. Cette momie, vieille de 4300 ans, a été trouvée dans un ensemble de tombes près de la pyramide à degrés de Djéser, datant de l'ancien empire égyptien. Elle était recouverte de couches d'or. L'équipe a également découvert plusieurs autres tombes, dont une appartenant à un haut dignitaire égyptien et une autre à un gardien des secrets, qui présidait aux cérémonies. Une autre tombe intéressante était celle d'un scribe, qui contenait les plus grandes statues jamais découvertes dans la région. Ce vaste site funéraire abrite également plus d'une douzaine de pyramides et de lieux de sépulture. L'une des momies les plus célèbres au monde est probablement celle d'Hatshepsut. Elle a gouverné l'Égypte pendant environ 20 ans, érigé de nombreux édifices impressionnants et créé de nouvelles routes commerciales. Cependant, lorsque l'archéologue Howard Carter a découvert son tombeau dans la vallée des rois, son sarcophage était vide. Carter a néanmoins trouvé 2 cercueils dans une autre tombe, dont l'un appartenait à la nourrice d'Hatshepsut et l'autre à une femme inconnue. En 2006, une équipe de spécialistes a décidé d'enquêter pour déterminer si cette femme mystérieuse était la reine en personne. Ils ont découvert une molaire dans une boîte en bois portant le nom d'Hatshepsut, et lorsqu'ils l'ont comparée à la mâchoire de la momie, elle correspondait parfaitement. Ramsès II était un souverain des plus remarquables, mais c'est sa momie, plus encore que ses accomplissements, qui aura finalement marqué l'histoire. Ramsès est considéré comme le pharaon le plus puissant de toute l'Égypte, ayant régné durant pas moins de 6 décennies. Il a également vécu jusqu'à l'âge canonique de 90 ans.
ce qui était tout à fait remarquable compte tenu de l'époque à laquelle il vivait. Ramsès II aurait eu plus de 100 descendants, parlait d'une famille nombreuse. À sa mort, son corps fut initialement enterré dans la vallée des rois, mais des pillards tentèrent de dérober les trésors de son tombeau. Ses successeurs, ne pouvant tolérer de tels actes, déplacèrent donc son corps vers un lieu tenu secret pour le protéger. Avance rapide jusqu'au XIXe siècle, quand la momie de Ramsès II fut découverte avec celle d'autres souverains et dignitaires. Cependant, elle n'était pas en très bon état. Les archéologues décidèrent donc de l'envoyer à Paris pour des soins appropriés. Le problème, c'est qu'il ne pouvait tout simplement pas être expédié vers un autre pays. La seule solution fut de donner à Ramsès II un passeport. Sa profession y était indiquée comme « roi », et le document comportait même sa photo. La plupart des momies ne sont pas nécessairement réputées pour avoir une peau très hydratée, mais celle d'une femme originaire de Chine et surnommée Lady Di prouve le contraire. Non, nous ne parlons pas de cette Lady Di, mais d'une marquise remontant à la dynastie Han, découverte dans un tombeau richement décoré en 1971. Grâce aux conditions particulières de son sépulcre, humidité et absence d'oxygène, son corps était presque parfaitement préservé. Sa peau était douce, ses cheveux impeccables, et elle était encore souple. Le musée qui expose aujourd'hui sa momie montre également une multitude d'objets luxueux enterrés avec elle, comme de la vaisselle et des instruments de musique. Les archéologues, en examinant la momie de plus près, découvrirent qu'elle était décédée d'une crise cardiaque vers l'âge de 50 ans. Bien qu'elle ait quitté ce monde depuis plus de 2000 ans, Madame Di continue de fasciner. La momie d'Ötzi, l'homme des glaces, fut découverte dans les Alpes en 1991. Les autorités autrichiennes pensèrent d'abord qu'il s'agissait d'un alpiniste moderne, tant il était bien conservé. Il s'avéra qu'il provenait en réalité de l'âge du cuivre. Grâce à l'étude de sa momie, retrouvée dans un col de montagne à plus de 3000 mètres d'altitude, nous en avons énormément appris sur la vie en Europe durant le Chalcolithique. Par exemple, nous savons qu'il était originaire d'Europe centrale et qu'il consommait régulièrement de la viande. Il souffrait également d'arthrite, de rétrécissement des artères et de troubles intestinaux. Mais il utilisait probablement l'acupuncture et des herbes médicinales pour traiter ses affections. Apparemment, il était aussi très habile de ses outils. Il les avait aiguisés quelques jours à peine avant sa mort prématurée. Peut-être anticipait-il des ennuis? Ou se préparait-il simplement pour une tâche de routine? Le roi Toutankhamon et son histoire figurent parmi les plus célèbres de toutes les momies d'Égypte. Ce pharaon est décédé à l'âge précoce de 19 ans, il y a plus de 3 millénaires, mais sa momie reste l'une des plus emblématiques au monde. Lorsque son tombeau a été ouvert en 1922, l'excitation était à son comble car il était encore intact, contrairement à de nombreux autres tombeaux royaux. Il contenait des sarcophages somptueusement ornés, dont un en or massif. Non seulement le tombeau de Toutankhamon nous a offert un aperçu de l'histoire de l'Égypte ancienne, mais sa momie nous a également beaucoup appris sur l'époque dans laquelle il vivait. L'analyse de son ADN a permis d'identifier ses parents et a révélé que le pharaon souffrait d'une rare maladie osseuse qui aurait pu le rendre invalide. Ginger est probablement l'une des momies les plus fascinantes dont vous entendrez jamais parler. Il ressemble à un voyageur temporel venu d'il y a 5000 ans, arborant encore ses cheveux dorés et ses ongles parfaitement préservés. Ginger a été découvert en Égypte et est considéré comme le corps momifié le plus ancien jamais découvert. Avant que les Égyptiens ne maîtrisent l'art de la momification, ils plaçaient les corps dans des tombes peu profondes dans le sable chaud et sec. Comme ce dernier absorbait toute l'eau, les bactéries ne pouvaient ne pas se reproduire, et le corps était ainsi préservé naturellement. Aujourd'hui, les scientifiques ne sont pas certains que la préservation de Ginger était intentionnelle, mais étant donné que sa sépulture était constellée de poteries, il est probable que ceux qui l'y ont enterré aient connu des techniques de préservation avancées. Si vous souhaitez rencontrer Ginger en personne, il est actuellement exposé au British Museum. Un collectionneur d'art néerlandais a acquis une statue de Bouddha en Chine et a fait une découverte surprenante. Elle contenait une momie cachée à l'intérieur. Hélas, le corps était trop fragile pour être déplacé. Il a donc fallu le laisser sur place. La partie la plus impressionnante est que cette momie a plus de 1000 ans et qu'elle avait été exposée pendant 200 ans avant d'être enfermée dans cette statue. Lorsqu'ils en ont effectué la tomographie, les scientifiques ont découvert que la momie était remplie de morceaux de papier couverts d'écriture. Les experts pensent qu'il aurait pratiqué l'automomification, un processus radical impliquant un régime alimentaire particulier et un thé qui rend le corps moins susceptible aux bactéries.
Seules quelques personnes pouvaient accomplir ce rituel, et celles qui y parvenaient étaient profondément respectées. Peu de reines égyptiennes ont autant intrigué les scientifiques et les historiens que la sublime Néfertiti. Si l'on en croit ses effigies, elle était renommée pour son cou élancé, ses grands yeux et ses pommettes saillantes. Son nom se traduit d'ailleurs par « La Belle est venue ». Si ça, ce n'est pas de la prédestination. Bien qu'elle ne fût pas pharaon elle-même, Néfertiti a tout de même réussi à laisser une empreinte durable. Les archives suggèrent qu'en tant qu'épouse royale, elle était extrêmement influente. En raison de son pouvoir, elle était certes admirée, mais s'était également fait de nombreux ennemis tout au long de sa vie. Elle était également liée à Toutankhamon, mais pas par le sang. Il s'agissait de sa belle-mère. Jusqu'à présent, sa momie n'a toujours pas été identifiée, mais cela pourrait bientôt changer. Un égyptologue, qui a fouillé des tombes dans la vallée des rois, a découvert 2 momies qu'il pense être celles de Néfertiti et de sa fille. Selon les spécialistes, nous pourrions bientôt obtenir une réponse définitive quant à l'identité de ces 2 dépouilles. Si l'une d'elles s'avère être Néfertiti, nous pourrions être en présence d'une découverte majeure. L'analyse ADN et la tomographie de la momie pourraient nous offrir l'image la plus complète et précise de la reine que nous ayons jamais vue. Il est incroyable de penser que nous n'avons fait qu'effleurer la surface de ce qui se cache en dessous de l'Égypte moderne. Néfertiti a régné sur l'Égypte pendant une période de grande puissance et de prospérité. Mais est malheureusement décédée au cours d'une période de troubles qui ont conduit à la perte de son site funéraire. Qui peut vraiment prédire où elle se trouve aujourd'hui? Des étendues infinies de sable doré, des chaînes montagneuses dépourvues du moindre arbre, et un soleil de plomb au-dessus de votre tête. Et puis, contre toute attente dans ce décor désertique, surgit un petit groupe d'individus surexcités. Leur euphorie est comparable à celle que vous ressentiriez en gagnant à la loterie. Ils viennent tout juste de mettre au jour une tombe ancienne, jadis submergée, aux parois gravement endommagées. Pourtant, ce qu'ils y ont découvert atteste qu'il s'agit bel et bien du tombeau d'un des pharaons les plus énigmatiques de l'Égypte ancienne. Les archéologues le recherchaient depuis des décennies, sans jamais soupçonner qu'il renfermait de si précieux vestiges. Avançons dans le temps. À l'issue d'un examen approfondi du site, les autorités égyptiennes ont enfin officialisé la découverte du tombeau du roi Thoutmôsis II. Il s'agissait de la dernière sépulture manquante de la 18e dynastie égyptienne, qui s'étend de 1550 à 1292 avant notre ère. C'est également la toute première sépulture royale exhumée depuis la découverte du tombeau de Toutankhamon, survenue en 1922, soit plus d'un siècle auparavant. C'est une équipe conjointe d'archéologues égyptiens et britanniques qui a mis au jour ce tombeau, niché dans les montagnes thébaines à l'ouest de Luxor, non loin de la célèbre vallée des rois. Jusqu'alors, le site était simplement connu sous le nom de tombe C4. Mais les fouilles ont permis de rassembler des preuves irréfutables qu'il appartenait au roi Thoutmôsis II. En réalité, l'entrée du tombeau ainsi que son couloir principal avaient été identifiés dès 2022. Cependant, les premières hypothèses penchaient pour la tombe d'une reine, en raison de sa proximité avec les sépultures des épouses de Thoutmôsis III. Elle se trouvait également non loin de la tombe de la reine Hatshepsut, qui, à l'origine, lui avait été destinée alors qu'elle n'était encore qu'épouse royale. Sa destinée prit un tournant inattendu lorsqu'elle accéda au trône. Mais nous reviendrons plus tard sur cet épisode singulier. Bien vite, les chercheurs ont compris que leur découverte revêtait une importance capitale. Ils mirent au jour des vases en albâtre, frappés du nom de Thoutmôsis II, accompagnés de l'inscription « Roi défunt ». C'est là qu'ils comprirent qu'ils se trouvaient dans le véritable tombeau du souverain. Hélas, cette tombe n'a pas échappé aux affres du temps. D'après le ministre du Tourisme et des Antiquités égyptiennes, également à la tête de l'équipe nationale d'archéologues, le tombeau a subi des ravages considérables à la suite de violentes crues survenues peu après la disparition du pharaon. Les eaux ont envahi la chambre funéraire, entraînant sans doute la destruction ou la dispersion d'un grand nombre d'objets d'origine. Une large part des éléments qui se trouvaient autrefois à l'intérieur a été transférée ailleurs dans une tentative de préservation. Les archéologues ont mis en évidence une architecture plutôt classique, une entrée et un couloir incliné menant à la chambre funéraire. Ce couloir, enduit d'un épais plâtre blanc, s'élevait à environ 1,40 m par rapport au niveau du sol de la salle principale. Un large escalier et un impressionnant corridor en forte pente témoignaient de la solennité du tombeau. La progression s'est révélée longue et difficile,
car l'accès était encombré par des amas de débris charriés par les inondations et des effondrements. Ce n'est qu'après avoir rampé sur une dizaine de mètres dans un passage étroit, ne laissant qu'une ouverture de 40 cm au sommet, un supplice pour les claustrophobes, que l'équipe a enfin pu pénétrer dans la chambre funéraire. Mais une surprise les y attendait. Une fois les gravats dégagés, les chercheurs s'attendaient à tomber sur les vestiges écrasés d'une sépulture. Pourtant, à leur grande surprise, la chambre était entièrement vide. Et nul acte de pillage n'était en cause. Le tombeau avait été volontairement vidé. Ils comprirent bientôt qu'il avait été inondé depuis sa création, en contrebas d'une chute d'eau. Cela serait survenu quelques années à peine après la mise au tombeau du souverain, obligeant les prêtres à transférer son corps et ses objets funéraires ailleurs. C'est précisément ce qui expliquerait la présence d'un second couloir. Il aurait vraisemblablement été aménagé pour permettre le retrait du corps de Thoutmôsis II de la tombe submergée. En dépit des dégradations, l'équipe archéologique a mis au jour des trouvailles fascinantes. Des traces de mortier ornées d'inscriptions bleues, d'étoiles jaunes, ainsi que des fragments du livre de l'Amduat, l'un des textes funéraires majeurs de l'Égypte ancienne. Ce recueil visait à guider le défunt dans l'au-delà, assurant la réussite de son périple souterrain. Jetons plutôt un œil à la 18e dynastie égyptienne. Elle fut marquée par l'expansion militaire, l'agrandissement de l'empire et la construction de monuments saisissants. Parmi les figures les plus emblématiques de cette époque figurent Thoutmôsis Ier et Thoutmôsis III, deux souverains guerriers qui ont laissé une empreinte durable dans l'histoire. Thoutmôsis Ier, stratège redoutable, mena des campagnes décisives, étendant les frontières du royaume jusqu'à la 4e cataracte du Nil. Ces victoires ouvrirent à l'Égypte de nouveaux circuits commerciaux, consolidèrent ses alliances et accrurent sa prospérité. Leur importance fut telle qu'elles furent gravées dans les tombeaux de ces hauts dignitaires. Thoutmôsis III, surnommé parfois le Grand, alla encore plus loin. Brillant stratège, il fut d'abord général sous la reine Hatshepsut avant d'accéder lui-même au trône. Il mena entre 17 et 20 campagnes militaires, toutes victorieuses, propulsant l'empire à son apogée. Il est également à l'origine de la toute première marine connue. Thoutmôsis III demeure, à bien des égards, le plus grand pharaon guerrier d'Égypte. Entre ces deux géants, Thoutmôsis II apparaît comme une figure bien plus discrète. L'éternel cadet, peut-être? Son règne, long d'environ 5 ans, prit fin vers 1479 avant notre ère, lorsqu'il mourut à l'âge de 30 ans. Il reste entouré de mystères. Ses réalisations sont inconnues et l'emplacement de sa sépulture demeura introuvable pendant plusieurs siècles. Le corps de Thoutmôsis II a été découvert au XIXe siècle. Il reposait simplement dans le temple mortuaire de Deir el-Bahari, dissimulé dans une chambre secrète où les prêtres avaient pour coutume de cacher les momies royales, bien après le pillage de leur sépulture d'origine. En d'autres termes, cela signifie qu'à un moment donné, son corps a été déplacé pour le mettre en sécurité. Durant sa vie, Thoutmôsis II joua au moins un rôle décisif dans l'histoire égyptienne. Il épousa sa demi-sœur, Hatshepsut. Ce mariage, en apparence anodin, permit à cette dernière de devenir la plus grande pharaone d'Égypte après sa mort. Le revers, elle évinça son beau-fils, Thoutmôsis III, du trône pendant des décennies. Une fois au pouvoir, ce dernier fit effacer son nom par rancune. Et pourtant, Hatshepsut figure parmi les plus grands souverains de toute l'Égypte, hommes et femmes confondus. Elle enrichit considérablement le royaume, tant sur le plan économique qu'artistique. Elle organisa notamment une grande expédition commerciale vers le mystérieux pays de Punt, d'où elle ramena de l'or, de l'ébène et de l'encens. Soucieuse de marquer les esprits, elle fit ériger des monuments grandioses, dont plusieurs subsistent aujourd'hui. À Karnak, elle fit dresser d'imposants obélisques, l'un d'eux est toujours debout. C'est aussi elle qui fit construire le temple de Deir el-Bahari, aux innombrables colonnes, où elle fut ensuite inhumée. Fait marquant. Hatshepsut fut souvent représentée dans les arts comme un homme, arborant musculature et barbe postiche, selon les conventions réservées aux pharaons. Toutefois, elle tenait à ce que son identité féminine ne soit jamais totalement effacée, et se faisait notamment appeler fille de Ré ou Sa Majesté elle-même. À sa mort, en 658 avant Jésus-Christ, l'Égypte ne connaîtrait plus de souveraine aussi puissante avant l'arrivée de Cléopâtre, quelques 14 siècles plus tard. D'après le secrétaire général du Conseil suprême des antiquités égyptiennes, le nom d'Hatshepsut figure bel et bien dans le tombeau de Thoutmôsis II.
ce qui laisse penser qu'elle aurait elle-même supervisé les funérailles de son époux. Quant à leur lieu de dernier repos, Hatshepsut se trouve dans la célèbre vallée des rois, tandis que la momie de Thoutmôsis II est aujourd'hui exposée au Musée national de la civilisation égyptienne, aux côtés d'autres souverains. Les visiteurs ont ainsi l'occasion rare de contempler les restes d'un pharaon longtemps tombé dans l'oubli. La découverte de ce tombeau est considérée comme l'une des plus importantes de ces dernières années. Les objets exhumés sur le site apportent de précieuses précisions sur l'histoire de la région, ainsi que sur le règne de Thoutmôsis II. Bien que l'architecture du tombeau demeure relativement sobre et reprenne les lignes classiques que l'on retrouvera chez les souverains suivants, sa valeur historique reste incontestable. Quoi qu'il en soit, les fouilles sont loin d'être terminées. Les archéologues se penchent désormais sur une autre énigme. Qu'est-il advenu du contenu manquant de la tombe? L'équipe est résolue à poursuivre ses recherches. Peut-être découvriront-ils encore d'autres secrets enfouis depuis des millénaires sous les sables d'Égypte? La Grande Pyramide a été créée comme lieu de repos éternel pour le monarque égyptien antique Khéops. Selon la légende, Napoléon est entré dans la Grande Pyramide et en est ressorti secoué et très pâle. Il n'a jamais révélé ce qu'il a vu à l'intérieur, mais quoi que ce fût, on dit que cela l'a affecté pour le reste de sa vie. Lorsque Napoléon est entré dans la pyramide, il aurait traversé un passage très étroit et ascendant. Il aurait ensuite traversé un autre couloir appelé la Grande Chambre. Ce couloir aurait été beaucoup plus haut que le précédent et aurait également été pavé. Il aurait ensuite atteint la Chambre du Roi, la pièce maîtresse de la Grande Pyramide, qui était bordée d'énormes blocs de granit. Mais elle n'aurait pas eu l'air aussi grandiose que nous pouvons l'imaginer. Aucun hiéroglyphe ne décore ces murs, car les Égyptiens n'ont commencé à décorer les chambres funéraires des pyramides que bien plus tard. Les tombes des pharaons au cœur de la pyramide auraient aussi été remplies de trésors, des pièces en or, aux bijoux les plus précieux du monde. Mais tout cela aurait été pillé il y a bien longtemps. La seule chose qui serait probablement restée à l'intérieur aurait été un énorme sarcophage qui aurait autrefois contenu la momie du roi. Il serait aussi passé devant la chambre de la reine. Mais cette pièce n'a probablement pas accueilli de reine, car les pyramides n'étaient généralement construites que pour une seule personne. Des tunnels mystérieux partent de là. À ce jour, personne ne sait vraiment à quoi ils servent. Et ce n'est pas la seule chose mystérieuse et effrayante que Napoléon ait pu rencontrer. Car les histoires de pharaons laissant des malédictions anciennes sur les pyramides sont légion. De nombreuses pyramides portaient des avertissements écrits à l'extérieur racontant les choses horribles qui arriveraient à ceux qui entreraient et troubleraient la paix des lieux. Nous ne savons peut-être pas ce que Napoléon a trouvé exactement dans la Grande Pyramide qui l'a tant effrayé, mais nous savons avec certitude ce qui a été trouvé dans la tombe de Toutankhamon. Toutankhamon était un pharaon égyptien qui n'avait que 8 ou 9 ans lorsqu'il est monté sur le trône. Il est devenu un phénomène culturel lorsque sa tombe a été découverte presque entièrement intacte en 1922. Son tombeau se trouve dans la vallée des rois à Thèbes, l'actuel Luxor, qui se trouve en Égypte. Contrairement à la Grande Pyramide, le tombeau de Toutankhamon était couvert de magnifiques décorations murales. Les murs racontaient l'histoire de son voyage vers l'au-delà à travers les enfers. Les Égyptiens croyaient que chacun devait accomplir ce voyage, alors ils remplissaient les tombes d'objets et de peintures pour aider les morts à y parvenir. Il y aurait aussi eu des sortilèges peints sur les murs. Ils pensaient que cela aiderait les gens à passer dans le royaume suivant. Ce voyage serait assez long, c'est pourquoi les anciens Égyptiens remplissaient aussi les pyramides de nourriture. La pyramide de Toutankhamon était remplie de 8 paniers de fruits. On y a même trouvé des fruits de palmier doum. Les pièces étaient remplies de meubles, de statues, de vêtements et de bâtons, parmi tout un tas d'autres choses. On aurait probablement trouvé aussi beaucoup de vêtements et de bijoux coûteux dans les pyramides. Les anciens Égyptiens voulaient que leurs ancêtres voyagent avec style dans l'au-delà. Ils ont placé Toutankhamon dans sa dernière demeure avec plus de 50 pièces d'habillement, toutes de la plus haute qualité. Il y avait des tuniques, des foulards, des gants et des coiffes, et une tonne de bijoux, ainsi que des bracelets, des pendentifs, des colliers, des bagues et des scarabées pour le protéger. Chacun d'entre eux était fait d'or ou de pierres précieuses. Il y avait aussi des éventails en plumes d'autruche pour garder le jeune pharaon au frais sous le chaud soleil égyptien. Mais la température à l'intérieur des pyramides n'a jamais vraiment dépassé les 20 degrés Celsius.
Les anciens Égyptiens ont mis au point un système de climatisation très sophistiqué que nous ne comprenons pas encore complètement aujourd'hui. La pyramide de Toutankhamon contenait aussi 130 bâtons de marche en ébène, ivoire, argent et or pour l'aider dans son voyage. Il y avait 3 chars cachés au cas où il se fatiguerait de toute cette marche. 11 pagaies de bateaux ont également été placés à l'intérieur, mais il n'y avait aucune trace d'une quelconque embarcation. Les pyramides auraient été jonchées des senteurs et des parfums préférés du pharaon. Pendant les fouilles du tombeau de Toutankhamon, il est rapidement apparu qu'elle avait été en partie dévalisée pendant l'Antiquité. Les portes avaient été endommagées et des traces d'huile avaient été laissées dans des bocaux vides. Il semble que quelqu'un ait fait un raid sur la pyramide pour récupérer l'or, les parfums et les huiles qui avaient été laissés pour le roi Tout. Il restait encore un peu de parfum fait d'huile de noix de coco et d'encens dans un flacon. Il semble que le pharaon Toutankhamon aimait les jeux de société. Il y avait un plateau en ivoire de jeux de scénettes dans sa pyramide. Bien que nous ne sachions pas exactement comment y jouer, nous avons compris qu'il s'agissait d'une sorte de version égyptienne du backgammon. Il semble que c'était un jeu à 2 joueurs où le but était d'éjecter son adversaire du plateau. Reste à savoir contre qui pouvait bien jouer la momie de Toutankhamon. Les anciens Égyptiens avaient certains rituels qui peuvent nous sembler assez étranges. Par exemple, ils avaient l'habitude de se raser les sourcils si jamais ils perdaient un chat. Il n'est donc pas trop surprenant qu'ils aient mis des choses vraiment bizarres à l'intérieur des pyramides. Les archéologues ont découvert une collection de chats momifiés et de scarabées dans des pyramides datant de plus de 4000 ans. Ils ont été trouvés dans les pyramides de Saqqara qui se trouvent au sud du Caire. Ils ont aussi trouvé du matériel de maquillage et des miroirs à l'intérieur. Le maquillage était porté fièrement par les hommes et les femmes à l'époque de l'Égypte ancienne. L'eyeliner était le produit cosmétique le plus populaire. La pierre de Rosette est l'une des découvertes les plus significatives jamais faites dans les pyramides. Elle a été trouvée par l'armée de Napoléon Bonaparte. C'est une pierre de granit noir qui date de 196 ans avant Jésus-Christ. Elle est transcrite en grec, en démotique et en hiéroglyphique. Lorsqu'elle a été traduite en 1822, nous avons obtenu la clé pour comprendre les hiéroglyphes de l'Égypte ancienne pour la toute première fois. La découverte de la momie de la reine Hatshepsut en 1903 a changé à jamais notre compréhension des anciens Égyptiens. Après son décès, son successeur Thoutmôsis III a supprimé la plupart des preuves de son règne, si bien que nous ne savions pratiquement rien de l'une des premières grandes dirigeantes d'Égypte. Elle est maintenant devenue l'une des rares et des plus célèbres pharaons. Le pharaon Khéops avait un bateau entier dans sa pyramide. Les archéologues ont découvert plus de 1200 morceaux d'un bateau géant près de la grande pyramide de Gizeh. Ils ont réassemblé le bateau et il fait une longueur impressionnante de 43 mètres. Il s'agit très probablement d'un bateau solaire qui a été conçu pour transporter le roi ressuscité auprès de la divinité Ra. Fait amusant, la pyramide de Gizeh est la dernière des 7 merveilles du monde antique. Les 6 autres sont les jardins suspendus de Babylone, le colosse de Rhodes, le temple d'Artémis, le mausolée d'Halicarnasse, le phare d'Alexandrie et la statue de Zeus à Olympie. Cette pyramide a également été la structure artificielle la plus haute du monde pendant 3800 ans. Pour ériger la plus grande pyramide d'Égypte, il a fallu un nombre stupéfiant de 2,3 millions de blocs de calcaire, dont certains pesaient jusqu'à 80 tonnes. Il aura fallu aussi 100 000 ouvriers et 23 ans pour la construire. Sa hauteur originale était de 147 mètres. En 2017, les archéologues ont découvert quelque chose d'étrange à propos de la Grande Pyramide d'Égypte. Il y a un vide caché d'au moins 30 mètres de long et personne ne sait vraiment pourquoi il est là ni ce qu'il contient réellement. Ce vide étrange est la première structure intérieure découverte dans la pyramide de 4500 ans depuis les années 1800. Les scientifiques ont utilisé des rayons cosmiques pour détecter le trou massif, mais ne sont toujours pas plus près aujourd'hui de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Les anciens Égyptiens ont pris beaucoup de soin à construire les pyramides et tout était placé stratégiquement et structurellement solide. Il est donc improbable que ce trou soit dû à la chute de blocs au fil du temps. De nombreuses pyramides contenaient également de petites figurines modèles appelées Ushbeti. Elles représentaient des assistants. Ils croyaient qu'ils prendraient vie pour servir les pharaons dans l'au-delà. Mais il est fascinant de constater que toutes ces choses aient pu tenir à l'intérieur. Il n'y a pas tellement d'espace à l'intérieur des structures. Quand tu entends parler de ruines anciennes, tu ne les imagines jamais suspendues quelque part, ou simplement accrochées à la branche d'un arbre, n'est-ce pas?
En fait, pour la plupart des objets anciens que nous avons exposés dans les musées du monde entier, les archéologues ont fait un travail de fouille impressionnant. Tu vois, les bâtiments ont cette drôle de façon de se dégrader avec le temps si l'on n'en prend pas soin correctement. Parfois, nous devons réutiliser certains matériaux de construction et une bâtisse plus ancienne peut alors être sacrifiée dans le processus. D'autres fois, les maisons sont abandonnées et dès qu'elles sont exposées aux éléments en surface, comme la pluie ou le soleil, elles n'ont plus aucune chance. Certaines s'écroulent tout simplement sous l'effet de la bonne vieille érosion. La seule façon pour un édifice de survivre à l'épreuve du temps est d'être enterré en profondeur. Mais comment ces architectures finissent-elles par être enterrées? C'est une véritable comédie d'erreurs. Les villes anciennes avaient l'habitude d'élever progressivement le niveau de leur sol, comme un enfant qui ajoute des garnitures à sa coupe glacée. En effet, ces colonies étaient toujours occupées à collecter de la nourriture et des matériaux de construction pour faire face à l'augmentation constante de leur population. Mais qui a le temps de s'occuper des déchets et des ordures? À l'époque, ce n'était pas vraiment une priorité sur leur liste de tâches. Ainsi, lorsqu'il s'agissait de construire de nouvelles maisons, les civilisations anciennes économisaient leur sueur et leurs larmes en empilant les décombres et en construisant directement dessus. Mais ce n'est pas tout. De temps en temps, les rivières entrent en crue et déposent une couche de sédiments sur le sol des villes. Cela a pour effet d'encapsuler encore davantage ces anciennes constructions. Et dans les régions sèches, comme le désert, où le vent aime à montrer ses mouvements de danse de sable et de poussière, tu peux parier que c'était une lutte constante pour garder les établissements propres. Un exemple hilarant est celui du Sphinx, dont la tête était enfouie dans le sable jusqu'à ce qu'un groupe d'archéologues le mette au jour en 1917. Certaines villes anciennes ont fini par être recouvertes parce qu'elles étaient complètement abandonnées. Avec moins d'activité humaine pour contrôler leur expansion, les graines de plantes n'ont pas pu résister à l'opportunité et ont germé un peu partout. Elles ont absorbé le dioxyde de carbone de l'air et se sont développées, ajoutant de plus en plus de volume au sol. Scieuses racines effrontées ont même décidé de stabiliser le sol constitué de matière végétale en décomposition, créant ainsi plusieurs couches de terre. C'est comme si Mère Nature s'était lancée dans un ultime projet de bricolage, avec les plantes comme fidèles auxiliaires. Fouiller dans les secrets des civilisations anciennes, ce n'est pas seulement déterrer un monde perdu, c'est aussi une quête épique pour révéler les trésors cachés sous les couches de l'histoire. Mais comment les archéologues savent-ils d'abord où creuser? Si tout est recouvert de multiples couches de sédiments, de débris et de racines de plantes, ils doivent avoir une sorte de système auquel ils se fient avant de se lancer dans un nouveau projet, n'est-ce pas? Tout d'abord, ce ne sont pas toujours eux qui suggèrent des fouilles archéologiques à tel ou tel endroit. Je m'explique. Supposons que tu sois un entrepreneur et que tu souhaites construire un nouveau complexe d'appartements luxueux dans ta ville. Cependant, certaines législations locales imposent des exigences avant que ton projet ne puisse démarrer. Par exemple, avant de commencer à construire sur un terrain, il peut être nécessaire de faire appel à des spécialistes pour vérifier le sol. Scieuses personnes intelligentes peuvent être des archéologues, des géologues ou des paléontologues, et elles doivent garder un œil sur le processus en phase de développement. En cas de découverte d'artefacts ou d'écofacts, termes savants pour désigner des vestiges organiques, ces experts interviennent pour les fouiller et les étudier. Mais qu'en est-il des sites qui n'ont rien à voir avec les bulldozers et les chapeaux jaunes? Les archéologues ont plus d'un tour dans leur sac lorsqu'il s'agit de localiser les points chauds de l'Antiquité. Ils plongent dans les archives historiques et font un travail de détective. En recherchant de vieux documents et de vieilles cartes, ils peuvent reconstituer le puzzle de l'activité humaine dans une région donnée. Si un site a déjà été visité, c'est encore mieux. La découverte de traces de fouilles antérieures ou de récits historiques peut donner aux archéologues de nombreuses informations sur les endroits où poursuivre leur chasse au trésor. Avant de commencer à manier leur pelle, les archéologues se livrent à une sorte de balayage visuel. Armés d'un système de quadrillage, ils se promènent sur le site, à l'affût de tout artefact susceptible de se cacher juste sous la couche supérieure de la terre. Qu'il s'agisse d'outils en pierre taillée, de verres historiques ou même d'anciennes décharges, oui, elles ont aussi de la valeur. Ces explorateurs à l'œil vif peuvent repérer des signes d'activité humaine plus rapidement que la plupart des gens. S'ils tombent sur un hamac coquillé, terme savant pour désigner un dépôt d'ordures, ils savent avec certitude que l'homme a jadis habité cet endroit. Les archéologues ne se contentent pas de leur fidèle pelle. Ils disposent d'un arsenal de gadgets pour les aider dans leur recherche de merveilles cachées. Les outils géophysiques sont en quelque sorte leurs armes secrètes. Prenons l'exemple du résistivimètre. Cet appareil astucieux mesure la composante électrique du sol et tout élément ou artefact enfoui. Un mur enterré, par exemple, produira une résistivité différente de celle du sol environnant. Les magnétomètres et les géoradars fonctionnent de la même manière.
mettant en évidence les indices potentiels de trésors anciens dans le sol. Et qui pourrait oublier notre vieil ami, le GPS? Il aide les archéologues à cartographier des emplacements précis, comme une carte au trésor high-tech les menant directement à leur peau d'or. Tu souhaites visiter virtuellement certains des sites archéologiques les plus importants du monde? Suis-moi. Au Royaume-Uni, par exemple, tu trouveras cet endroit intéressant appelé Stonehenge. C'est l'un des nombreux Henges répartis dans le pays, mais celui-ci est vraiment exceptionnel. Imagine cela. Des pierres anciennes et massives se dressent fièrement, disposées sous forme d'un anneau à l'extérieur et d'un fer à cheval à l'intérieur, avec quelques pierres plus petites pour faire bonne mesure. Et devine quoi? Ces pierres étonnantes existent depuis plus de 5000 ans. C'est ce que l'on appelle une longévité à toute épreuve. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Selon le folklore local, le légendaire magicien Merlin a sorti sa baguette magique et a téléporté ces pierres massives depuis l'Irlande. Apparemment, des géants les avaient assemblées là-bas, mais Merlin a décidé qu'elles seraient bien plus belles à leur nouvel emplacement. D'autres pensent qu'il s'agit simplement des ruines d'un ancien édifice spirituel romain. Ces structures étonnantes ont été construites par nos ancêtres de l'âge du bronze. Avec leurs outils simples et leur technologie limitée, ils ont réussi à créer ce chef-d'œuvre monumental. Impressionnant, non? Malheureusement, nous ignorons encore beaucoup de choses sur cette région. L'objectif initial de Stonehenge reste encore aujourd'hui un mystère. Certes, il existe de nombreuses théories, mais les scientifiques ne sont pas encore parvenus à se mettre d'accord sur le sujet. On sait cependant qu'il est parfaitement aligné pour accueillir le lever du soleil lors des solstices d'été et d'hiver. L'ancienne ville de Pompéi est un site archéologique tout aussi étonnant. Imagine un peu, le Vésuve, un fauteur de troubles notoires, a décidé de piquer une crise volcanique et a complètement recouvert cette ancienne ville romaine. Il l'a transformée en capsule temporelle, située à l'extérieur de l'actuelle Naples, en Italie. En 1748, une bande d'explorateurs aventureux est tombée sur Pompéi. Ils ont découvert alors un trésor de choses bien conservées. Des rues, des maisons, de la nourriture, probablement un peu périmée, des bijoux clinquants, des sculptures raffinées, des fresques colorées, des objets ménagers de tous les jours, et même des restes humains et animaux. C'était comme une fête archéologique épique. À première vue, Pompéi avait tout pour plaire. Des maisons et des villas de luxe, une immense arène de 20 000 places, de jolies petites boutiques d'artisans, des lieux de rencontre comme des tavernes, sans oublier les endroits coquins comme ces bains luxueux où l'on pouvait se faire dorloter intensément. Il y a aussi le sanctuaire d'Apollon, où les gens se réunissaient pour leur culte quotidien. Et bien sûr, le cœur animé de la ville, le forum de Pompéi, où tous les gens branchés avaient l'habitude de se retrouver. Et devine quoi? Pompéi est tellement cool qu'elle a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1977. C'est en quelque sorte le panthéon de l'histoire. Cette liste comprend également de nombreux autres bâtiments et sites célèbres, comme le Taj Mahal en Inde et l'Acropole d'Athènes en Grèce. Lorsqu'on entend le mot « momie », ça donne parfois froid dans le dos. En effet, la plupart d'entre nous associent ce mot à ces personnages effrayants que nous avons vus dans des films d'horreur. En réalité, les momies nous ont permis de comprendre beaucoup de choses sur les civilisations anciennes, sur ceux qui les gouvernaient, et sur la façon dont les gens vivaient à la perte de leurs proches. Les Égyptiens de l'Antiquité, qui croyaient qu'une certaine forme d'existence après la mort était possible si certaines conditions étaient respectées, sont le peuple le plus connu au monde pour ses momies. Ceux-ci préservaient effectivement les corps humains par le biais du processus de momification et plaçaient les momies dans des tombeaux équipés, un peu comme s'il s'agissait d'appartements. Pourquoi ce peuple y croyait-il? Eh bien, parce que la plupart étaient profondément liés à leur environnement naturel. Les Égyptiens étaient pleinement conscients des cycles naturels autour d'eux, comme le lever du soleil chaque jour ou de la lune la nuit, mais aussi de la façon dont la vie renaissait des plantes dans un cycle perpétuel, même à voir faner. Ils croyaient également que le puissant esprit Osiris, qui représentait le cycle de la disparition et de la résurrection, jouait un rôle dans ce processus. Pour se préparer à l'au-delà, les Égyptiens de l'Antiquité suivaient certains rituels, comme la momification, qui consistait à utiliser des éléments aussi variés que le miel, les résines ou encore l'encens pour préserver les corps. Aucune momie n'est plus célèbre que celle du roi Tut, Toutankhamon. Ce jeune pharaon régna sur l'Égypte il y a plus de 3000 ans. Un problème majeur lors de la découverte des tombes royales est que la plupart ont déjà été pillées au moment où on les retrouve. Le peuple savait que les souverains laissaient de nombreux objets de valeur à leur côté après leur mort, ce qui rendait ces lieux de sépulture vulnérables face aux voleurs.
Étonnamment, lorsque la tombe du roi Tut fut ouverte en 1922, les gens se réjouirent, car elle n'avait pas été volée à l'instar de beaucoup d'autres tombes royales. C'est dire à quel point elle était bien cachée. À l'intérieur, sa momie était enfermée dans 3 cercueils au total, dont un en or. Les objets trouvés dans sa tombe furent très révélateurs de ce qu'était l'Égypte antique. L'étude de sa momie nous a également permis d'en savoir plus sur la culture et les pratiques en vigueur à l'époque où il est décédé. Enfin, les recherches liées à son ADN nous ont conduit à obtenir des informations sur sa famille. En outre, les scientifiques purent découvrir qu'il avait, par exemple, souffert de la maladie appelée le paludisme, et d'un problème au pied susceptible de l'avoir gêné lorsqu'il marchait. Ramsès II est un autre pharaon égyptien qui a régné pendant 68 ans, ce qui n'était pas rien à l'époque. Il est connu pour ses campagnes militaires d'expansion et ses réalisations architecturales. De nombreuses preuves datant de son règne existent encore aujourd'hui, notamment une grande statue à son effigie. Ramsès II mesurait environ 1,80 m et a vécu jusqu'à l'âge de 90 ans. Après avoir examiné sa momie, les scientifiques conclurent qu'il souffrait peut-être d'une maladie affectant sa colonne vertébrale. Vous vous souvenez des voleurs que j'ai évoqués plus haut? C'est probablement à cause de ces derniers que Ramsès II termina dans le cercueil ordinaire d'une collection secrète de momies royales à Deir el-Bahari, qui a été redécouverte en 1881. Heureusement, les archéologues purent l'identifier, car ses voyages avaient été consignés sur ce qui l'enveloppait. Le processus de momification était très fastidieux. En effet, dans l'Égypte antique, la momification pouvait durer jusqu'à 70 jours. Une personne dédiée prononçait un discours très spécifique, tout en manipulant délicatement le corps et en le séchant à l'aide d'une sorte de sel appelé natron. On utilisait également du lin et de la résine pour que le corps paraisse plus vivant et pour l'envelopper dans un tissu. La tombe était tout aussi importante que la momification pour les Égyptiens de l'Antiquité. Les parois de la tombe du roi Tut, par exemple, étaient ornées d'œuvres d'art complexes représentant son voyage dans l'au-delà, depuis sa procession funéraire jusqu'à son passage aux enfers. Les Égyptiens antiques pensaient que tout le monde faisait ce voyage après sa mort et remplissaient donc les tombes d'objets et de peintures pour aider les défunts au cours de leur voyage spirituel. En outre, les murs de la tombe étaient décorés de formules tirées d'un livre spécial qui contenait une série de poèmes dont les Égyptiens pensaient qu'ils aideraient les gens à atteindre l'au-delà. Fait soulignant l'importance de ce voyage, les gens plaçaient même de la nourriture dans ces tombes antiques. Dans la tombe du roi Tut, les archéologues découvrirent 36 jarres de boissons antiques et 8 paniers de fruits, déposés là pour l'aider dans son voyage vers l'au-delà. Les Égyptiens pensaient que le voyage vers l'au-delà prenait beaucoup de temps et laissaient donc des provisions conséquentes pour soutenir leurs proches. Les pharaons possédaient généralement de nombreux vêtements luxueux et de beaux bijoux dans leurs tombes afin de s'assurer que leur tenue serait à la hauteur de leur statut lors de leur voyage. On a retrouvé des vêtements en lin tels que des tuniques, des écharpes, des gants et des coiffes. De nombreux bijoux en or ornés de pierres précieuses, des bracelets aux boucles d'oreilles, en passant par des colliers et des bagues, mais aussi des représentations d'insectes censés les protéger. Certaines tombes contenaient même des éventails en ivoire et en plumes d'autruche pour les garder au frais dans l'au-delà. Aussi fou que ça puisse paraître, certains souverains de l'Antiquité furent placés dans leurs appartements éternels avec des bateaux. Par exemple, le pharaon Khufu fit construire la grande pyramide de Gizeh pour en faire son tombeau, et un grand bateau fut retrouvé à l'intérieur. Le roi Tut, quant à lui, fut enterré avec plusieurs pages de bateaux, mais pas de bateau à proprement parler. À la place, il avait 3 chars et de nombreux bâtons de marche en matériaux précieux, ce qui indique peut-être qu'il souhaitait se rendre dans l'au-delà par la terre et non par l'eau. Parmi les objets les plus intéressants trouvés près des momies antiques, on trouve des flacons d'huile et de parfums. Si les souverains étaient censés toujours être à la dernière mode, pourquoi ne pas sentir bon par la même occasion, n'est-ce pas? Certains d'entre eux possédaient également des jeux de société, la plupart fabriqués dans des matériaux précieux, comme l'or ou l'ivoire. L'un de ces jeux, le Senet, était très populaire en Égypte antique et ressemblait beaucoup aux échecs modernes. Les Égyptiens de l'Antiquité ont peut-être les momies les plus célèbres, mais ce ne sont pas ceux qui inventèrent la momification. En réalité, tout commença en Amérique du Sud, avec un peuple ancien appelé Chinchorro. D'après ce que nous savons aujourd'hui,
Ce peuple fut le premier à momifier ses proches défunts et suivit cette tradition pendant environ 2000 ans avant que les Égyptiens ne commencent leur propre rituel. Certes, l'étude de ces momies permet d'en apprendre beaucoup sur les souverains de l'Antiquité, mais jusqu'à récemment, nous n'avions encore aucune idée de ce à quoi les défunts ressemblaient vraiment de leur vivant. Cependant, il n'y a pas si longtemps que cela, des peintures de momies très particulières furent découvertes par des archéologues qui étudiaient des objets égyptiens antiques. Ces portraits de momies sont des peintures très détaillées d'individus réalisés de leur vivant. Ils étaient souvent peints sur du bois, contrairement aux portraits sur toile classiques que nous connaissons tous. Ces portraits sont appréciés pour leur réalisme et leur beauté, et ont même été utilisés par des chercheurs pour diagnostiquer des maladies en les comparant aux momies correspondantes. Certains de ces portraits comportent également des représentations de bijoux, qui ont été retrouvés plus tard sur les momies. La découverte récente de ces portraits de momies en Égypte centrale revêt une grande importance, car c'est la première fois depuis plus d'1 siècle que de telles peintures sont retrouvées. Les momies sont apparues partout dans le monde de manière naturelle. En effet, la momification peut se produire sans que l'homme n'intervienne, en raison de conditions naturelles. Par exemple, des environnements extrêmement froids ou chauds, des endroits où l'oxygène manque, ou une exposition accidentelle à des produits chimiques qui préservent le corps. Les conditions que je viens de citer ne permettent pas aux bactéries de se développer, ce qui fait que le corps reste plus ou moins intact. Le célèbre Otzi est l'une de ces momies. Nous savons aujourd'hui qu'il s'agissait d'un homme ayant vécu il y a environ 5000 ans en Europe, mais lors de sa découverte dans les Alpes en 1991, les autorités autrichiennes crurent d'abord qu'il s'agissait d'un alpiniste moderne en raison de la bonne conservation du corps. Cependant, après avoir retiré l'homme des glaces du glacier, il fut établi qu'il datait en fait de l'âge du cuivre. Et si je vous disais que les extraterrestres que nous imaginons tous comme de petits hommes verts pourraient en réalité ressembler à des terriens tout à fait normaux et se détendre en Europe? C'est la péninsule ibérique, et les personnes qui y vivent sont sous suspicion. Voici la raison. D'une manière ou d'une autre, des parties des artefacts les plus importants de la civilisation ibérique, appelés trésors de Villena, sont fabriqués à partir de métal qui ne peut tout simplement pas être trouvé sur Terre, car c'est du métal provenant d'une météorite. Abordons cela étape par étape. Voici l'artefact lui-même, trésor de Villena, et il est composé de 59 objets différents. Des bols, des bouteilles et des bracelets. Y a-t-il un motif là, avec tous ces baies? Au total, la découverte pèse environ 9 kg, dont 8 kg sont en or de 23,5 carats. Si vous n'êtes pas un spécialiste du métal, je vais vous éclaircir cela tout de suite. À titre de comparaison, l'or 23K est composé à 95,8% d'or pur, donc l'or 23,5K est encore plus pur. Le pourcentage restant correspond à d'autres métaux qui aident à ajouter de la résistance et de la durabilité à l'alliage précieux. Il y avait aussi de l'argent, du fer et de l'ambre dans cet ensemble. L'artefact aurait pu être assez simple, mais pour ces deux-là, appelons-les imposteurs. Regardez ce bracelet en fer forgé et cette hémisphère creuse. Voyez-vous cela? Ces lignes rouillées sur l'hémisphère et la couleur étrange du bracelet se démarquent vraiment, puisque tout le reste est constitué du plus pur or. Tout a commencé en 1963, lorsqu'un chercheur a remarqué un métal sombre plombé parmi les bols et bouteilles brillants. Le métal était brillant à certains endroits et recouvert d'un oxyde d'apparence ferreuse qui était principalement fissuré. Pour que vous compreniez bien, l'or ne se comporte généralement pas de cette manière. L'or est l'un des métaux les moins réactifs. Il ne se ternit donc même pas, encore moins rouille. Pour déterminer d'où provenait ce fer suspect, les chercheurs ont utilisé la spectrométrie de masse, qui examine le rapport masse-charge des molécules. Leurs découvertes ont montré que le nickel dans le fer est similaire à celui que l'on trouve dans le fer météoritique. En termes simples, le bracelet et l'hémisphère sont d'origine extraterrestre. L'âge exact de ce trésor est difficile à déterminer, mais il est crucial. Nous devons connaître l'âge exact pour voir s'il coïncide avec le début de l'âge du fer dans la péninsule ibérique. Si c'est le cas, alors pas de questions supplémentaires ici. Mais si ça ne l'est pas, eh bien c'est pour le moins étrange, sinon suspect. Donc, il existe ce système des 3 âges. Il se compose de l'âge de la pierre, puis de l'âge du bronze, et enfin de l'âge du fer. L'âge de la pierre n'est pas important ici,
Comparons les âges du bronze et du fer. L'âge du bronze a commencé lorsque l'on s'est rendu compte que la combinaison du cuivre et de l'étain produisait un matériau plus durable que chacun de ces métaux pris séparément. Cette ère était entièrement consacrée à de grandes améliorations des outils et des armes. Mais deux inventions majeures se sont distinguées, les systèmes d'écriture et la roue. Puis vint l'âge du fer. Cette période était entièrement consacrée à l'introduction progressive du fer dans la vie quotidienne. Le fer était beaucoup plus facile à modeler en designs astucieux que le bronze. C'était important parce que le fer, surtout lorsqu'il était transformé en acier, apportait des améliorations significatives dans tous les aspects de la vie. Les outils devenaient plus légers, moins chers et plus résistants par rapport à leurs équivalents en bronze. Vous suivez? Parfait. Ainsi, les chercheurs ont longtemps débattu de savoir si le trésor remonte à l'ère post-argarique ou à la dernière partie de l'âge du bronze. La dernière étude affirme que ces artefacts ont été créés entre 1400 et 1200 avant Jésus-Christ. Et quelque chose ne colle pas vraiment. Tout d'abord, l'âge du fer a commencé environ 500 ans après la création de ces artefacts. De plus, les anciens artisans ne pouvaient pas savoir à l'époque comment travailler avec des métaux qui sont arrivés sur Terre il y a environ 1 million d'années. Et bien que les dates soient vraiment difficiles à expliquer, il existe une explication logique pour l'artisanat. La théorie ici est que ces métallurgistes avaient simplement accès à la météorite tombée, et ainsi ils pouvaient bien l'étudier et découvrir ses propriétés avant de l'utiliser à des fins décoratives. Ils auraient pu le découvrir par essai et erreur, et une fois qu'ils savaient exactement comment travailler avec ce métal extraterrestre, ils ont procédé à orner les artefacts avec lui. De plus, il y avait les Phéniciens qui ont contribué à leur artisanat. Il est vrai que les peuples ibériques travaillaient le métal et fabriquaient de la poterie bien avant que les Phéniciens ne s'installent sur la péninsule. Mais l'arrivée de nouvelles techniques de travail des métaux et l'introduction du tour de potier leur ont permis de produire des biens de meilleure qualité beaucoup plus rapidement qu'auparavant. Alors, nous avons découvert les origines extraterrestres des artefacts ibériques, mais devinez quoi? Cette zone est toujours suspecte. La raison en est la langue qu'ils parlaient. Vous voyez, pour la plupart des langues modernes utilisées aujourd'hui, il y aura toujours une proto-langue. Par exemple, pour l'italien, l'espagnol et le français, c'est le latin, d'où leur similitude. Mais attendez, l'ibérique était largement parlé, là où se trouve l'Espagne moderne. Pourquoi l'espagnol n'y ressemble-t-il pas? La vérité, c'est qu'aucune langue aujourd'hui ne ressemble à l'ibérien. Peut-être seulement le basque, mais c'est en raison de quelques similitudes trouvées dans leur système numéro. Le basque est classé comme une langue isolée, ou simplement non apparentée à toute autre langue connue, et la seule langue isolée en Europe. La langue ibérienne est non classifiée. Bien que les écritures rédigées en elle aient été déchiffrées à divers degrés, la langue elle-même reste largement inconnue. Et regarde l'alphabet qu'avaient les Ibériens, on dirait qu'il n'appartient pas vraiment à notre planète. Oh, attends un peu, celui-ci pourrait être un peu tiré par les cheveux. Quand les Phéniciens sont arrivés sur la péninsule, ils ont apporté leur alphabet pour les Ibères. Mais honnêtement, les Ibères n'étaient probablement pas enclins à simplement copier le système d'écriture de quelqu'un d'autre, alors ils l'ont modifié jusqu'à ce qu'il paraisse complètement différent. Disons juste qu'ils ont pris un peu d'inspiration et s'en sont allés avec. Bien que les linguistes puissent deviner dans une certaine mesure comment la plupart des caractères sonnaient, traduire réellement la langue reste totalement impossible. La langue ibérique était non indo-européenne et a disparu il y a plus de 2000 ans, et il n'y a pas de langue similaire restante pour nous aider. Super frustrant, n'est-ce pas? Nous avons plus de 2000 inscriptions ibériques provenant de tombes, de pièces de monnaie, de poteries, de plaques de plomb, et même de gravures sur les parois des grottes. Mais à part une poignée de mots, nous sommes totalement dans le flou quant à leur signification. Si nous pouvions comprendre leur langue, nous aurions peut-être appris qu'ils étaient de grands penseurs et tout. Mais nous ne pouvons qu'admirer les œuvres d'art qu'ils ont laissées. La culture ibérique regorge de créations étonnantes réalisées par des artisans talentueux. Nous parlons non seulement de métallerie et de céramique, mais aussi de sculptures détaillées, de textiles, de bijoux et d'autres parures personnelles. Mais voici le hic. La fabrication de tous ces articles de luxe dépendait beaucoup d'une grande classe agricole. Au cœur de la société ibérique, la plupart des gens étaient impliqués dans l'agriculture et l'élevage du bétail. Selon l'endroit où vous vous trouviez, les types d'agriculture variaient.
Par exemple, au nord, ils étaient entièrement consacrés à la culture des céréales, tandis qu'à Valence, ils se concentraient sur la production d'huile d'olive et d'autres aspects agricoles. À l'ouest, l'élevage était le centre d'intérêt. Cependant, nous n'avons pas beaucoup d'informations sur la vie quotidienne des nombreuses personnes effectuant ce travail essentiel. À l'inverse, nous en savons beaucoup sur la classe supérieure de la société ibérique qui contrôlait ses ressources agricoles et engageait les artisans. Dès le 7e siècle avant notre ère, nous commençons à observer un groupe de princes ibériques qui vivaient une vie de luxe, commerçaient avec les Phéniciens et profitaient d'objets de luxe sophistiqués. Vous pouvez reconnaître cette classe d'élite à travers leurs pratiques funéraires. La crémation était la méthode privilégiée pour les funérailles parmi les Ibères, et les individus riches étaient souvent trouvés dans les cimetières, avec toutes sortes de biens somptueux et de sculptures funéraires qui nous donnent un aperçu de la mode et des coiffures des riches. Fait intéressant, à partir du 6e siècle avant notre ère, il y a eu une baisse notable du nombre de sépultures reconnaissables, ce qui suggère que ces coutumes funéraires élaborées sont devenues plus exclusives à une petite élite. Pendant ce temps, le destin de la majorité, agriculteurs, artisans, soldats et ouvriers qui constituaient une grande partie de la population, reste en partie un mystère. Il s'agissait autrefois d'une civilisation assez avancée, mais elle a disparu sans laisser de traces. Les chercheurs pensent que cela pourrait être dû à un énorme tremblement de terre, mais jusqu'à présent, nous n'en sommes pas sûrs. Contrairement à de nombreux autres sites funéraires de l'Égypte ancienne, la tombe du roi Toutankhamon est restée cachée, à l'abri des voleurs, pendant près de 3000 ans. L'une des raisons était que cette tombe était plus petite que la moyenne, et qu'elle était dissimulée dans le site de la vallée des rois. Cette région était déjà abondamment explorée au moment où l'on est tombé par hasard sur l'emplacement de la tombe du pharaon. L'entrée était complètement ensevelie sous les débris provenant de la construction d'une tombe voisine, ce qui a dû également aider à préserver son secret. Il n'y avait pas non plus la moindre inscription à l'extérieur de la tombe. Le passage du temps aura également joué un rôle dans son remarquable état de préservation jusque dans les années 20, lorsqu'un dénommé Howard Carter y est finalement parvenu. Mais Carter était-il un héros pour autant? Des découvertes récentes suggèrent qu'il aurait pu être moins honnête qu'on a pu le penser. Carter n'était pas seulement considéré comme un chasseur de trésors renommé, c'était un véritable archéologue. Il s'était, bien avant Toutankhamon, plongé dans la quête d'artefacts égyptiens. Il avait découvert son intérêt pour ces objets insolites dès l'enfance et avait rapidement commencé à reproduire les sculptures et les inscriptions découvertes dans les tombes anciennes. Après avoir découvert les restes du roi Toutankhamon, Carter aura passé près d'une décennie à traiter et consigner toutes sortes d'objets, comme des trônes en or, des chars et des statues provenant de la tombe, les expédiant le long du Nil vers le musée égyptien du Caire. Du moins, c'était là l'histoire officielle. Des découvertes plus récentes affirment que tous ces objets n'auraient même pas été remis aux officiels égyptiens. Une lettre retrouvée semble révéler ce qui fut la politique de Carter. 10 pour eux et 1 pour moi. Et 1. La lettre en question avait été envoyée à Sir Alan Gardiner, philologue et ami de Carter, et datée de 1922. Dans ses écrits, Carter mentionnait avoir découvert la tombe et demandait à son ami quelques conseils. Dans une autre lettre de 1934, Gardiner semblait remercier Carter pour un amulette, qui lui aurait été envoyé comme cadeau de remerciement. Carter insistait sur le fait qu'elle ne provenait pas de la tombe de Toutankhamon, mais manifestement, c'est bien de là que venait. Le directeur britannique du musée égyptien était lui-même au courant des manigances de Carter, mais ne pouvait pas les prouver. Il a comparé l'amulette de Gardiner avec d'autres qui provenaient de la tombe de Toutankhamon, et aux surprises, elles se ressemblaient à s'y méprendre. Gardiner était tellement embarrassé d'avoir été mis dans une situation si délicate qu'il s'est plaint à Carter dans une autre lettre. En bon ami, Gardiner a préféré ne pas jeter l'opprobre sur le célèbre archéologue. À la place, il a conseillé à Carter de restituer ses objets volés au Caire, tout comme il vous conseillerait de donner un coup de pouce à cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos incroyables sur les secrets les plus pharaoniques de l'histoire. Ce n'est pas le seul élément louche concernant le comportement de Carter après la découverte. En 1947, un dénommé Alfred Luca, qui avait travaillé aux côtés de l'archéologue controversé, a livré des informations dans une obscure revue Kérot. Il affirmait que Carter avait discrètement forcé la porte de la chambre funéraire par lui-même. Après quoi, il l'avait refermée comme si de rien n'était avant d'officialiser la découverte. Pourquoi aurait-il fait cela?
Eh bien, la même théorie suggère que Carter et son équipe auraient pu pénétrer dans la tombe plus tôt afin de faire main basse sur quelques trésors anciens. Bien entendu, ces gens ne pouvaient pas risquer de revendre de tels objets de leur vivant, mais s'assureraient qu'ils soient vendus aux enchères après leur décès. Carter n'a cependant jamais rien avoué. Il n'a pas émis de démenti officiel non plus. Mais le gouvernement égyptien ne pouvait pas risquer d'autres disparitions inexpliquées. On lui a donc interdit l'accès à la tombe pendant un certain temps. Certains ont associé ces disparitions à la malédiction du roi Toutankhamon. Si vous n'en avez jamais entendu parler, sachez que cette histoire effrayante a passionné les foules peu après la découverte de la sépulture du pharaon. On prétendait que quiconque interférait avec la tombe du jeune roi serait poursuivi par la malédiction. Ce n'est pas aussi spectaculaire qu'une momie se lançant après vous. Mais il se murmure que tous ceux qui ont perturbé la demeure de Toutankhamon ont rencontré des fins aussi mystérieuses que prématurées. Le décès le plus remarquable lié à cette prétendue malédiction est celui de George Herbert, le 5e comte de Carnarvon. C'est cet aristocrate britannique qui avait financé la quête de cette tombe, et il est décédé juste un an après l'ouverture du caveau. Aujourd'hui, les gens aiment y voir un grand mystère, mais il se trouve qu'Herbert était déjà en très mauvaise santé lorsqu'il est parvenu au Caire, et qu'il a fini par succomber à une maladie commune. Maintenant, parlons chiffres. Beaucoup de monde s'est trouvé lié à l'ouverture de ce tombeau. Des gardes de sécurité, des archéologues et quantité d'ouvriers. Et certes, quelques-uns d'entre eux sont morts peu après que le tombeau a commencé à recevoir des visiteurs. Mais aussi attrayante que soit cette malédiction dans notre récit, statistiquement, si vous avez un groupe de personnes impliquées dans l'ouverture d'une tombe, vous devriez vous attendre à quelques décès, simplement du fait du hasard. La durée de vie moyenne de tous ceux qui auraient été frappés par l'ancienne malédiction était de plus de 20 ans après que le sort se soit abattu sur eux. La fille d'Herbert a même vécu jusque dans les années 80, soit 50 ans plus tard. Et Howard Carter lui-même a vécu jusqu'en 1939, soit 16 ans après la grande découverte. Certains ont suggéré que toute cette malédiction n'était rien de plus qu'une stratégie de communication soigneusement élaborée. Lorsque la tombe de Toutankhamon a été découverte, Howard Carter était soucieux d'en tenir les journalistes à l'écart. Ainsi, il aurait pu inventer une malédiction pesant sur quiconque se serait approché de la sépulture du jeune roi. Mais qu'a-t-on bien pu dérober dans la tombe de Toutankhamon? Eh bien, pour commencer, quelques bijoux. Ils pourraient avoir été volés par Howard Carter lui-même, selon un spécialiste français, qui a mené une recherche approfondie en examinant de vieilles photos prises à l'intérieur de la tombe dans les années 20. Il a comparé ces images à celles de divers objets provenant de musées et de ventes aux enchères, et il s'est rapidement mis à retracer l'itinéraire de certains des bijoux de Toutankhamon. Tout d'abord, il y a ce collier, qui ornait autrefois la poitrine du pharaon. Il était brisé en plusieurs morceaux, et certaines parties ont été envoyées via Carter au musée Nelson Atkins du Missouri. Pendant ce temps, d'autres morceaux ont été réarrangés en collier par des gens qui ont tenté de le vendre aux enchères en 2015, mais sans succès. Le musée Nelson Atkins lui-même ne nie pas les faits, puisqu'il confirme l'information sur son propre site web. Et puis, il y a la fameuse coiffe de Toutankhamon. Quelques perles de celle-ci auraient également été volées par Carter. Elles ont ensuite été enfilées pour former un nouveau collier, qui est aujourd'hui conservé au musée d'art de Saint-Louis. Un autre collier élégant, fait de céramique émaillée, a passé un certain temps au Metropolitan de New York. Heureusement, il a été renvoyé en Égypte il y a un peu plus d'une décennie. Il semble qu'il ait été, comme on pourrait s'y attendre, également volé par Carter. Malgré les articles manquants, la tombe de Toutankhamon a tout de même révélé une multitude d'objets incroyables, qui nous ont permis d'en apprendre davantage sur cette culture ancienne. Commençons par le célèbre masque funéraire. Il s'agit d'un énorme ouvrage en or de 53 cm de diamètre, orné de pierres semi-précieuses et de pâte de verre. Il pèse 10 kg et représente le jeune pharaon avec une longue barbe postiche et une coiffe surmontée d'un cobra et d'un vautour. Au dos, un sortilège tiré du livre des morts était censé assurer son passage dans l'au-delà. Toutankhamon était apparemment aussi passionné de jeux de société, notamment de sonnettes. On en a retrouvé 4 dans sa tombe, dont certains en ivoire. Les archéologues ont également trouvé une paire de sandales en or, bien qu'on imagine qu'elles aient été davantage pour l'apparat que pour le confort. En fait, le pharaon ne les a probablement jamais portées de sa vie. En parlant d'articles de mode, il semble que Toutankhamon ait été un souverain plutôt coquet.
On a même retrouvé un mannequin dans son tombeau qui était utilisé pour choisir, ajuster et ranger ses tenues et ses bijoux. Le jeune roi semble également avoir apprécié la musique, d'après les 2 trompettes que les historiens ont retrouvées dans son tombeau. Bien qu'on en ait joué en 1939 lors d'une émission proposée par la BBC, les instruments sont aujourd'hui considérés comme trop fragiles pour être manipulés. Lorsqu'on se figure une scène épique dans le désert, avec son soleil écrasant, ses dunes infinies et ses oasis presque surnaturelles, il est naturel d'imaginer le mythique Sahara, n'est-ce pas? Pourtant, que diriez-vous si l'on vous apprenait qu'il y a 11 000 ans, cette vaste mer de sable brûlant avait une apparence radicalement différente? Bien sûr, personne n'était là pour en témoigner. Mais on raconte qu'à cette époque, ce que nous appelons aujourd'hui un désert était un véritable Éden, parsemé de lacs, de rivières, de prairies verdoyantes et même de forêts. Alors, où donc est passée toute cette eau? Il existe de nombreux récits sur ces temps anciens où les déserts étaient recouverts de jungles et de forêts luxuriantes, jusqu'à ce qu'un bouleversement, qu'il s'agisse de changements climatiques ou de séismes titanesques, transforme ces terres fertiles en dunes arides. Mais que penseriez-vous d'une hypothèse selon laquelle le Sahara aurait été transformé en désert par les activités humaines et des chèvres? Au fil des millénaires, le Sahara a connu des alternances marquées entre périodes humides et sèches, principalement en raison de légères variations dans l'inclinaison orbitale de la Terre, influençant la quantité de rayonnement solaire reçu par l'atmosphère. Il y eut même des phases appelées périodes humides africaines, où des pluies abondantes métamorphosaient ce paysage aride en un écrin de verdure éclatante. Cependant, entre 8 et 4500 ans avant notre ère, un phénomène inhabituel a bouleversé la région. Certaines zones sont passées d'un climat humide à un climat aride bien trop rapidement pour que cela puisse s'expliquer uniquement par des variations orbitales. En un laps de temps relativement bref, le Sahara verdoyant a laissé place au désert que nous connaissons aujourd'hui. Si vous interrogez les scientifiques sur la raison de ce changement, ils évoqueront sans doute une mauvaise paramétrisation des données. Ce jargon pourrait sembler nébuleux, alors permettez-nous de traduire. Cela signifie qu'eux-mêmes n'en sont pas sûrs et qu'il leur manque encore plusieurs pièces du puzzle. En analysant d'anciens échantillons de sol et de pollen, les chercheurs ont cependant relevé une tendance intrigante. Là où des pasteurs, des humains accompagnés de leurs bêtes domestiques, avaient dû séjourner, la végétation semblait se modifier. À croire que chaque fois que ces hommes et leurs troupeaux traversaient des étendues verdoyantes, ils ne laissaient derrière eux que broussailles et paysages désertiques. Quelle ironie! Il semble en effet que le surpâturage pratiqué par ces populations ait contribué à assécher l'atmosphère, car les plantes, en libérant de l'humidité, participent à la formation des nuages. Cette déforestation aurait intensifié l'ensoleillement, précipitant ainsi la fin des périodes humides. Par ailleurs, il est probable que nos ancêtres aient fait un usage excessif du brûlis pour accroître leurs terres, accélérant davantage l'avancée du désert. Quoi qu'il en soit, les scientifiques s'accordent à dire que ce Sahara luxuriant serait redevenu un désert, même en l'absence d'intervention humaine, un phénomène attribué au cycle naturel de la Terre. Inutile donc de faire reposer l'entière responsabilité de cette transition brutale sur l'homme. Ce changement pourrait simplement refléter les interactions entre la végétation et les cycles de poussière. Il reste difficile de déterminer les causes de ces changements, tant les facteurs sont interconnectés. Lors de la dernière période humide, le Sahara abritait des chasseurs-cueilleurs. Avec son assèchement progressif, ces populations se sont tournées vers l'élevage pour subvenir à leurs besoins, mais il est tout aussi envisageable que le surpâturage ait contribué à accélérer la dégradation des paysages. Alors, quelle est la véritable origine de ce phénomène? L'œuf ou la poule? Dans ce cas précis, l'humain ou la vache? Les preuves disponibles aujourd'hui ne permettent pas encore de trancher. De nos jours, on peut affirmer que l'eau ne constitue plus un problème insurmontable dans le Sahara, malgré son immensité désertique et le fait que l'air des forêts verdoyantes soit révolu. La technologie offre des solutions inédites, comme le bassin de Nubie, le plus vaste réservoir d'eau souterraine au monde. Ce trésor hydraulique, situé sous la bordure orientale du désert, s'étend sur 4 pays du nord-est de l'Afrique, le Soudan, le Tchad, la Libye et l'Égypte. Il couvre environ 2 millions de kilomètres carrés et contient près de 150 000 kilomètres cubes d'eau souterraine. Il suffit de voir les infrastructures déployées lors de sa mise en œuvre. C'est le plus grand projet d'irrigation de la planète, rendant possible une vie prospère au cœur du Sahara.
Mais imaginez vivre dans le Sahara avec une unique source d'eau. Cela paraît inconcevable, n'est-ce pas? Pourtant, les anciens Garamantes y sont parvenus, non seulement en survivant, mais en prospérant pendant près d'un millénaire, malgré l'absence de moussons ou de rivières alimentant leurs refuges désertiques. Ces ingénieux pionniers ont été les précurseurs de la vie urbaine au cœur des sables, au point d'attirer l'attention des Romains qui ne pouvaient qu'admirer leur génie. Tandis que beaucoup les considéraient comme de simples nomades, les Garamantes bâtissaient un véritable empire sous l'un des climats les plus hostiles de la planète. Mais quel était leur secret? Ils ont fait preuve d'une remarquable ingéniosité en creusant un vaste réseau souterrain pour exploiter un aquifère de grès gigantesque. Ils extrayaient littéralement chaque goutte d'eau de la profondeur des dunes. Mais des études récentes révèlent que, bien qu'ils fussent laborieux et ingénieux, les Garamantes ont également bénéficié d'une bonne dose de chance. Les Garamantes disposèrent d'un aquifère souterrain qui acheminait l'eau jusqu'à une colline où ils mirent en place plus de 500 foggiaras, des systèmes d'irrigation remarquables, certains s'étendant sur plus de 4 km. Ces dispositifs fonctionnaient comme une paille, permettant l'irrigation de leur culture pendant près d'un siècle, d'autant que de faibles précipitations suffisaient à recharger le système. Cependant, le manque de pluie finit par épuiser cet aquifère. Pour en exploiter à nouveau les ressources, il aurait fallu creuser davantage de tunnels et mobiliser un plus grand nombre d'ouvriers. Une tâche complexe dans un contexte marqué par des pénuries alimentaires et hydriques. Vous devinez sans doute ce qu'il advint des Garamantes dans de telles conditions. La disparition de la culture Garamante semble liée à plusieurs facteurs. Les changements climatiques ont probablement joué un rôle, mais il est également plausible qu'ils aient surexploité leurs réserves d'eau. À l'époque, le Sahara était une région fertile, grâce notamment aux ingénieux systèmes d'irrigation mis en place. Cependant, l'eau fossile étant une ressource non renouvelable, les nappes phréatiques s'asséchèrent progressivement, précipitant vraisemblablement le déclin de ce royaume dès la fin du 7e siècle. Ce déclin évoque l'histoire de quelqu'un qui remporte un énorme pactole, dilapide ses richesses et se retrouve à retourner à un quotidien bien moins enviable une fois ses économies épuisées. D'ailleurs, même si les Garamantes avaient laissé derrière eux quelques témoignages de leur sagesse, il est fort probable que nous ne parvenions jamais à en percer le sens. Nous ignorons la langue qu'ils utilisaient, et leurs textes demeurent à ce jour presque entièrement indéchiffrables. Revenons au Sahara vert. Ce désert s'est formé il y a environ 4500 ans, mais nous avons aujourd'hui un aperçu fascinant de la vie à cette époque grâce à des parcs naturels en Afrique. Ces lieux abritent une extraordinaire galerie d'art à ciel ouvert, avec plus de 15 000 peintures et gravures anciennes illustrant le quotidien des habitants d'il y a quelques 11 000 ans. Enfin, si les gravures ne suffisent pas et que vous souhaitez découvrir un véritable désert transformé en jardin fleuri, un voyage en Californie s'impose. Vous pourrez y observer l'un des plus beaux phénomènes naturels, la superfloraison. Imaginez une explosion de couleurs, orange, vert, rose, dans un désert aride après plusieurs années de pluie dans des zones habituellement sèches. Ce spectacle éblouissant, visible depuis l'espace, fait du désert un tableau vivant d'une rare beauté. Ce phénomène rare se manifeste également dans d'autres zones arides et déserts, notamment en Afrique de l'Ouest et australe, en Australie occidentale et au Chili. Ces régions, où les étés sont torrides et secs, bénéficient en hiver d'un air doux et humide, offrant un cadre parfait pour une floraison spectaculaire. Les graines de fleurs enfouies dans les sables du désert peuvent patienter pendant des décennies avant de germer. Lorsque le soleil brûlant élimine toutes les herbes et que des précipitations suffisantes viennent humidifier le sol, c'est comme si les graines décidaient que leur heure est venue. À ce moment-là, des centaines de milliers de touristes affluent pour immortaliser ces paysages et partager leurs clichés enchanteurs sur les réseaux sociaux. Hélas, cet afflux représente une menace sérieuse pour ces fleurs fragiles. Si vous visitez de tels sites, veillez à ne pas les cueillir ni les écraser. Restez sur les sentiers balisés. Ne laissez aucun déchet. Et limitez-vous à prendre des photos, tout en laissant seulement vos traces de pas derrière vous. C'est clair? Très bien. La première photographie fut réalisée en 1826. Oui, là-bas, tout au fond, c'est bien moi qui vous fais coucou. Depuis ce moment historique, une infinité d'images ont été capturées à travers le monde. Autrefois, si l'on souhaitait obtenir son portrait, il fallait faire appel à un peintre. Il était alors nécessaire de rester parfaitement immobile pendant de longues minutes, en espérant que la lumière soit idéale. Et pour être honnête, ces portraits manquaient souvent de fidélité. Vous auriez peut-être souhaité des yeux un peu plus lumineux, ou des lèvres subtilement ourlées. Lorsqu'il est question de figures illustres de l'Antiquité, la photographie ne peut évidemment rien nous offrir. C'est simple,
Il n'en existe aucune, ni image, ni vedettes antiques. Il nous faut alors tenter d'imaginer leur apparence, en nous appuyant sur des œuvres peintes ou sur des descriptions rédigées par d'éminents érudits. Heureusement, à mesure que le temps passe, ce manque de certitude deviendra lui aussi un souvenir lointain. C'est ici qu'intervient la science de la reconstitution faciale. Grâce à cette discipline fascinante, nous disposons aujourd'hui de moyens bien plus précis pour nous représenter les visages des grandes figures du passé. Mais comment les scientifiques s'y prennent-ils, vous demandez-vous? Eh bien, sachez qu'un crâne humain fournit de nombreuses informations sur l'aspect extérieur, des arcades sourcilières à l'écartement des orbites. Tout concourt à dessiner un profil réaliste. Même la cavité nasale ou la forme du menton influencent la physionomie. En somme, le crâne agit comme le véritable plan du visage. En s'appuyant sur ces structures osseuses, les artistes collaborent avec les anthropologues pour reconstituer une apparence crédible. C'est une forme d'enquête scientifique grandeur nature, mais où l'argile remplace le drame. À ce stade, vous vous demandez sans doute, mais jusqu'à quel point ces reconstitutions sont-elles fiables? Il est vrai que le résultat final ne peut restituer tous les détails. Ni la couleur des yeux, ni celle de la peau ne peuvent être déduites du crâne. La pilosité faciale demeure tout aussi incertaine. Et si vos joues rebondies vous donnent un air charmant, le squelette gardera ce secret. Malgré ses limites, la reconstitution faciale demeure un précieux outil pour esquisser les traits de personnages historiques. Le procédé en lui-même est particulièrement impressionnant. Un sculpteur expérimenté travaille en étroite collaboration avec un anthropologue pour analyser les caractéristiques du squelette et façonner les traits du visage à l'aide d'argile. L'âge, le sexe, les origines, ou encore la perte de dents ou d'éventuelles blessures doivent être pris en compte. De nos jours, il est même possible d'accomplir ce travail par voie numérique, grâce à des logiciels spécialisés. Compte tenu de ces avancées remarquables, avez-vous entendu parler des dernières révélations sur la lignée de Toutankhamon? Il semblerait que son père présumé, un ancien pharaon d'Égypte, ait récemment bénéficié d'une reconstitution numérique complète. Et croyez-moi, le résultat lui confère une allure à la fois majestueuse et apaisée. Mais bien que cette version soit la plus fidèle réalisée à ce jour, son identité exacte demeure incertaine. Ce mystérieux personnage fut découvert en 1907 dans la vallée des rois, à quelques pas de la sépulture de Toutankhamon. Depuis plus d'un siècle, des chercheurs le scrutent avec attention, estimant qu'il pourrait s'agir d'Akhenaton, le père du jeune pharaon, et une figure majeure de l'histoire égyptienne. Toutefois, certains spécialistes demeurent prudents et réclament des preuves supplémentaires pour en établir l'identité. La reconstitution de ce visage a mobilisé durant plusieurs mois une brillante équipe de chercheurs basée en Sicile. Pour parfaire leur travail, ils ont sollicité l'aide d'un artiste judiciaire brésilien spécialisé en 3D. Contrairement aux versions antérieures, ce modèle privilégie une étude fine de la physionomie, volontairement détachée de tout artifice comme la chevelure, les bijoux ou autres ornements. Dans la même veine, permettez-moi de vous présenter une toute nouvelle fashionista. Il ne s'agit pas d'une célébrité contemporaine, mais d'une chasseresse-cueilleuse ayant vécu en Suède il y a près de 7000 ans. Sa reconstitution la montre sous un jour saisissant. Une cape ornée de plumes, un collier d'ardoise et une ceinture composée de 130 dents d'animaux. Un style audacieux, voire intemporel. Sa peau sombre, décorée de motifs blancs, lui confère l'allure d'une véritable œuvre d'art. Mais ne vous laissez pas éblouir par son apparence. Cette femme ne se réduisait pas à un simple visage. Elle fut enterrée en position verticale entre 5500 et 4600 avant notre ère, et ses précieux bijoux révèlent qu'elle tenait un rôle notable au sein de sa communauté. C'est grâce à la collaboration entre un archéologue et un sculpteur que nous pouvons aujourd'hui contempler le visage de cette femme du passé. Un scanner de son crâne leur a permis de reconstruire son expression, muscle après muscle, une véritable rencontre avec l'histoire. Bien que son rôle dans la communauté demeure incertain, le soin apporté à son lieu de sépulture laisse penser qu'elle occupait une place éminente parmi les siens. Ötzi, la momie alpine âgée de 5300 ans, a elle aussi bénéficié d'un ravalement de façade grâce à cette remarquable technologie. N'allez pas croire qu'elle ait consulté un chirurgien plastique. 2 frères néerlandais ont uni sciences médico-légales et art pour recréer son visage à l'occasion d'une exposition en Italie. Ötzi fut découvert en 1991 par des randonneurs ayant retrouvé ses restes gelés dans les montagnes, près de la frontière italo-autrichienne.
Il est plus ancien que Stonehenge ou que les pyramides de Gizeh. Aujourd'hui, grâce au talent conjugué des deux frères, son visage a été restitué à partir d'images 3D de son crâne. Un photographe a immortalisé chaque étape de cette reconstitution pendant près de 6 mois. Des études antérieures ont révélé qu'il serait mort d'une blessure par flèche. Son corps, abandonné dans une région glacée et isolé en altitude, a été préservé naturellement par la neige. Aujourd'hui, il repose dans une chambre froide du musée, reproduisant les conditions humides et frigorifiques du glacier. Un système de refroidissement inédit permet même de présenter la momie au public sans compromettre sa conservation. Le dernier anniversaire de Zi fut son 46e, un âge plutôt avancé pour son époque. Il mesurait environ 1,60 m pour un poids avoisinant les 50 kg, ce qui en faisait un homme de petite stature. Mais après plus de 5000 ans, qui s'en soucie vraiment? Le roi Henri VII d'Angleterre a lui aussi bénéficié d'un relooking numérique. Et le résultat est saisissant. Un graphiste a utilisé un masque mortuaire datant de 1509 pour produire une reconstitution aussi fidèle qu'impressionnante. Vous vous demandez pourquoi un masque? Avant l'invention de la photographie, on employait de la cire pour conserver les traits d'une personne avec bien plus de précision que par la peinture. Et, disons-le franchement, cette version d'Henri change complètement la donne. Henri VII régna sur l'Angleterre de 1485 à 1509. Un portrait de lui, visible à l'abbaye de Westminster, était déjà très crédible. Mais cette nouvelle version numérique pousse encore plus loin. Il fallut environ 2 mois à l'équipe pour l'achever, à l'aide de logiciels spécialisés, d'algorithmes sur mesure et d'ajustements manuels particulièrement minutieux. Le projet débuta avec une image haute définition du masque, utilisée pour générer un modèle 3D du visage. Ensuite, les éclairages furent conçus. Enfin, les marques faciales et la chevelure furent ajoutées pour finaliser la reconstitution. Et ce n'est pas tout. Une barbe a été ajoutée au visage d'Henri VII, car les hommes de cette époque étaient souvent, barbus. Nous ne saurons jamais avec certitude s'il en portait une, mais ce détail humoristique apporte un certain charme à l'ensemble. L'équipe à l'origine de cette reconstitution a également redonné visage à d'autres figures historiques, telles que Mary Stuart, reine d'Écosse, ou encore Oliver Cromwell. Ces masques sont, en quelque sorte, des passerelles vers une époque révolue. Il est fascinant de constater que la technologie nous permet de remonter des millénaires pour contempler les visages que nous ne pouvions jusqu'alors que deviner. Qui sait, dans quelques siècles, peut-être que nos selfies serviront à leur tour de base à de nouvelles reconstitutions.